Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 19 décembre en direct de Pékin, bienvenue sur Sido France. Aujourd'hui, nous sommes avec François Morin. Voilà, je vais te laisser te présenter. Bonjour Mike, très content de partager ce moment avec toi. C'est moi. Et discussion un peu libre sur la Chine. Alors oui, je suis François Morin, je vis en Chine depuis assez longtemps. Je suis arrivé en 2004, mais mon histoire avec la Chine est bien antérieure encore. D'accord. Et actuellement, je représente la World Nuclear Association, qui est une entité non gouvernementale basée à Londres. En français, c'est quoi la traduction? L'Association mondiale de l'énergie nucléaire. D'accord. Qui a pour activité principale de défendre l'énergie nucléaire et de servir de lien entre tous les acteurs du nucléaire. D'accord. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu as ce poste? 2012. En Chine? En Chine, oui. D'accord. Oui. Et tu étais ailleurs avant? Auparavant, j'étais en Chine déjà depuis 2004, mais dans d'autres activités. D'accord. J'ai travaillé en particulier dans une société de conseil qui représentait certains intérêts chinois de construction, en particulier en Afrique et en Amérique latine. Donc je suis allé avec les Chinois dans plusieurs pays d'Afrique et d'Amérique latine pour mettre en place des grands projets d'infrastructure. Du point de vue financier, du point de vue gouvernemental, du point de vue ingénierie. Et donc j'ai touché un peu à cet intérêt de la Chine pour le monde extérieur. Ah, c'est génial. Et quoi comme projet, par exemple? Eh bien, la grande autoroute d'Algérie, dite autoroute Est-Ouest. Des projets au Gabon, au Venezuela. Ah ouais. Des constructions civiles, des constructions de bâtiments. Oui, voilà. Ah ouais. Et c'est quoi les sociétés chinoises? C'était quoi? Des grandes sociétés de construction chinoises, soit pékinoises, soit nationales chinoises. Celles sont connues, quoi. Voilà, les grosses, les grandes sociétés. D'accord. Ok, ben c'est bien. Et donc ça fait depuis 2004 que tu es en Chine. Enfin, c'est ça. Voilà. C'est ça, depuis fin 2004, 20 ans exactement. Bon, j'ai disparu d'ici pendant la période Covid. Ah bon, t'étais où? Donc ça faudrait les défalquer, enlever 3 ans. Ouais. Mais sinon, oui, j'étais là depuis 2004. Mais je suis arrivé en Chine la première fois en 1980. Ah ouais. Et j'étais étudiant et nous étions une t'as fait des études ici? Non. Enfin, après, je viendrai, mais nous étions étudiants en France. J'étais encore étudiant et avec 4 autres amis, nous avons décidé de faire un grand voyage de Paris à Pékin. Ah ouais. En voiture? Paris-Moscou, en train. Ah ouais. La traversée de... À l'époque, ça devait être folklorique. Ben oui, la traversée de Berlin et de... Ah ouais? Et de la frontière il y avait le bloc encore. Il y avait le bloc, la frontière du bloc avec les chiens, les hommes en uniforme, tout ça. Moscou, la découverte de Moscou, le train transsibérien jusqu'à Irkoutsk, avec caviar à volonté, musique dans le train. Ah ouais. Et puis la traversée ensuite de la Mongolie c'est énorme. jusqu'à Pékin. Ah, c'est génial. Oui, et alors après... tout ça en train, quoi. Tout ça en train, et après, d'ailleurs, j'ai continué en train de Pékin, parce que je faisais un stage de chinois à l'Institut des langues de Pékin, un stage d'été. J'ai continué en train jusque dans le Sichuan, puis dans le Yunnan, jusqu'à Kunming, puis retour à Canton, et puis après, petite visite en Birmanie avant de rentrer en France. Ah oui. Toi, t'aimes bien vadrouiller, en fait? Oui, j'ai aimé les voyages, bien sûr, oui. Surtout en Asie. Pour le travail et pour le plaisir, travail, les deux, quoi. Pour les deux, oui, pour les deux. J'ai eu la chance, pour le travail, d'aller aussi bien en Indonésie qu'au Bangladesh, ou au Népal, ou en Inde. Donc, c'est génial. J'ai eu cette chance-là. Toi, tu as quoi comme formation à l'origine scolaire, académique? Scolaire, académique, j'ai fait une école d'ingénieur. D'accord. Oui, j'ai fait Centrale Paris. Ah ouais, ça c'est super coté, ça, non? Oui, à l'époque, en tout cas. Maintenant, je sais plus trop. À l'époque, c'était coté, mais surtout, c'est là que j'ai commencé à apprendre le chinois. Parce qu'en fait, après les classes préparatoires,
si tu veux, on arrive en école d'ingénieur et en fait, on trouve qu'il y a la tension se relâche trop finalement. Alors, soit oui. on Parce sort, que c'est très intense les études. Oui, avant. Donc après, une fois qu'on est dedans, on a l'impression tout d'un coup que la pression n'est pas assez on est un peu perdu. forte. On n'est pas un peu perdu, on s'ennuie. Ouais. Et alors, soit on en profite pour faire d'autres choses à l'extérieur, du sport, aller au cinéma. Mais moi, je trouvais que j'avais besoin d'apprendre plus de choses. Donc, j'ai appris à ce moment-là, en même temps, différentes, quoi. Le chinois et le russe, en même temps que ouais. Et tu maîtrises bien les deux langues? Oh, on maîtrise jamais le chinois complètement, mais... Et le russe? Le russe, oui, assez bien. Pourtant, le russe, c'est très différent du français, non? Très différent, oui. Bah alors, comme le chinois, quoi. Les trois langues sont vraiment très différentes les unes des autres. Mais le chinois est très intéressant. J'étais intéressé à la Chine depuis même encore avant ça, puisque j'ai grandi dans une petite ville de province, à Saumur, en Anjou. Et j'avais fait mes parents m'abonner à une revue en français qui venait de Chine. Et déjà à l'époque, ça paraissait incroyable. Et elle s'appelait une revue en français qui venait de Chine. Oui, mais c'était une revue soutenue par le Parti communiste chinois. Oui, non, mais quand même. La Chine en construction. Et on voyait déjà c'était pas une propagande, c'était des faits en fait, sur la Chine qui se construisait. Mais la Chine qui se construisait en 75, si tu veux, c'était pas c'était pas grand chose. Ouais, c'était pas grand chose. C'était pas comme aujourd'hui, ouais. Oui, c'est ça. C'était pas la Chine. Je considère que le développement de la Chine, vraiment, après, moi, après cette année 1980, là, où j'ai fait mon premier voyage, après, je suis resté aussi en Chine en 84 et 85. J'étais à l'école normale de Pékin, au département d'astronomie, et je faisais quelques études sur l'histoire de l'astronomie chinoise. D'accord. Voilà. Et donc après ça, je suis parti et je ne suis revenu qu'en 91, entre 91 et 98, régulièrement, un mois par-ci, 15 jours par-là. Et c'est fascinant tout ça, non? Et après, je ne suis pas revenu avant 2004. Mais en fait, vraiment le gros changement que j'ai vu visuellement, moi, c'est quand je suis arrivé en 1991 par rapport à 1983. Pékin avait terriblement changé. 91, oui, d'accord. Oui. Après, ça s'est amélioré, amplifié, etc. Mais le côté méconnaissable des choses. 91. Moi, en 83, j'allais en haut de l'observatoire, dit observatoire de Pékin, qui a été construit par les jésuites au XVIIIe siècle. Là. Eh bien, la tour, là. Oui, la tour. Eh bien, en fait, du haut de la tour, on voyait l'entièreté de Pékin. Ah ouais? Ouais. Avec que des petites ruelles. Et aujourd'hui, elle est minuscule, cette tour. Aujourd'hui, cette tour, on la voit à peine. On la voit à peine. Sur le périphérique, là-bas. C'est ça. Ouais, je vois très bien donc, où elle est. Là, c'est là qu'a eu lieu le grand changement. Maintenant, du point de vue vraiment des chiffres et puis de la montée de l'économie chinoise, c'est plutôt à partir de 2002. Ouais. Toutes les courbes montrent vraiment une cassure, un changement. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de l'OMC, mais en tout cas, on trouve un gros changement en 2002. Ouais. D'accord. Et c'est à ce moment-là que non seulement Pékin, Shanghai, Canton continuent à se développer, mais que des villes dites de deuxième importance se sont aussi beaucoup développées. D'accord. Au début, c'était plutôt Pékin, Shanghai, c'est ça? Pékin, Shanghai, Canton, oui, et ensuite, ça suivi, peut-être un peu Qingdao, Dalian, parce que c'était un grand port dans le nord. Ouais. Donc du coup, toi, tu es le directeur de l'agence nucléaire mondiale pour la Chine. Oui, c'est ça. D'accord. Voilà, grosso modo. Ça consiste en quoi? Ça consiste essentiellement en relation avec les entreprises chinoises de l'énergie nucléaire, de monter un certain nombre d'opérations. Et puis, ça consiste pour moi à participer à des conférences, à aller dans des universités, à parler de l'histoire de l'énergie nucléaire, et puis à parler à l'extérieur de la Chine de ce qu'ils font en Chine. De ce qui se fait en Chine, voilà. Ouais. D'accord. Et donc ça a l'air très moderne, évidemment. Moi, ça ne m'empêche pas de continuer, comme à l'origine de mon contact en Chine, à m'intéresser aux choses anciennes. Alors ces choses anciennes disparaissent, évidemment.
elles disparaissent partout, mais elles disparaissent peut-être encore de façon plus flagrante en Chine. Mais on trouve quelques îlots quand même dans l'art, dans les objets, on trouve quelques restes de l'histoire ancienne chinoise. Oui. Mais alors ça... La Chine, c'est grand quand même. Connaître, est-ce qu'on peut vivre en Chine? Je sais que tu as fait quelque chose, vivre en Chine sans parler de chinois. Je pense qu'on peut vivre en Chine sans parler de chinois, mais comme on peut vivre en France sans parler de français, d'ailleurs. Ouais. Mais est-ce qu'on peut vivre en Chine sans connaître un peu au moins de l'histoire, de la mythologie, de la Chine? J'ai du mal à le croire parce que c'est un peu dur, quoi. Ah, mais de vivre ici sans connaître la mentalité. Ou sans en profiter, ou sans le goûter. Bien sûr. Donc il faut le goûter. Ouais. Il y a des choses chinoises qui sont très difficiles à absorber pour notre goût. Il y a des choses surtout de Chine contemporaine, qui sont à nos yeux et à juste titre de mauvais goût. Donc c'est difficile. Tu penses à quoi, par exemple? Par exemple, moi je connais un fabricant de tapis qui fait des tapis à l'ancienne. Il a trouvé les dessins, les modes de fabrication, l'origine des couleurs. Il a trouvé ça dans des monographies qui datent du début du XXe siècle et qui étaient européennes et américaines d'ailleurs. Dans des musées américains, dans des musées français, dans le musée Guimet, il a trouvé des monographies sur des expositions qui avaient eu lieu à l'époque de certains tapis. Et c'est à partir de là, donc entre 1910, 1912 à la louche, et maintenant, 100 ans plus tard, il a sauté par-dessus toute l'histoire 20e siècle du développement du design et du goût chinois, qui n'est pas le goût de la Chine classique, qui est très différent. Et les tapis aujourd'hui sont assez moches, ou clinquants, alors que les siens sont hyper raffinés. D'accord. Voilà. Mais il commercialise ça? Oui, lui, il les commercialise. Ça marche bien? Oui, ça marche bien. Il les vend très bien au Japon, par exemple. Ah bon, au Japon, d'accord. Au Japon, au Canada. Mais c'est très intéressant. Si, un peu en Chine, pas trop en Chine, parce que c'est assez cher. Mais c'est fait uniquement à partir d'éléments, non seulement d'éléments naturels, mais d'éléments végétaux. Il n'y a pas de couleur minérale. Il n'y a pas de couleur issue de la... chimique et tout. Non, mais même de l'écrasement de pierre, par exemple, pour faire des poudres. D'accord. Toutes ces couleurs, le rouge, le vert, le tout, viennent de fleurs, de tiges, de feuilles, d'écorces, marinées, écrasées, etc. Traitées. Comme à l'époque, quoi. Mais comme on faisait. D'accord. Et ce genre de retour à l'ancienne, c'est très intéressant parce que, en fait... Toi, tu penses qu'il y a un retour à l'ancienne d'une partie des Chinois? Retour à des racines, qui ont été coupées de façon quand même brutale et on pourrait dire presque irréversible, apparemment, alors par plusieurs événements, tous les événements du XXe siècle, la guerre contre les Japonais, même auparavant, les différentes guerres civiles ou des morceaux de guerre civile, etc., depuis déjà le dernier empereur, enfin la dernière impératrice. Mais donc il y a eu plein d'événements assez désastreux, mais le pire d'entre eux, ou le dernier d'entre eux, ou l'avant-dernier d'entre eux, disons, c'est la révolution culturelle chinoise. Voilà, en gros, entre 66 et 76. Et ensuite, juste avant que tu arrives. Et ensuite, c'est la modernisation qui a été aussi une forme exactement. de révolution. Même aujourd'hui, on le voit. Et donc, qui fait que les gens sont... Avec la technologie et tout. Oui. Les téléphones portables. Voilà. Alors, la projection dans l'avenir, elle tient lieu, pour les Chinois comme pour tout le monde, elle tient lieu quelquefois de racines. Demain, nous allons faire autre chose, nos voitures seront encore plus ceci, plus cela, on va faire des avions, on va aller sur la Lune, Bien sûr, ça peut tenir lieu d'attraction, de point d'attraction. Mais quand même, quand le Chinois rentre chez lui, tout seul, en ayant quitté toutes ces projections dans l'avenir, il a besoin de se sentir enraciné quelque part. Et alors, il peut se faire une cérémonie du thé,
il peut s'attacher à des produits typiquement terroir chinois, etc. Mais il faut à tout ça une cohérence, et la cohérence, c'est dans l'histoire ancienne chinoise. L'histoire, pas seulement des événements, pas des empereurs ou des dynasties, mais l'histoire culturelle chinoise, et puis l'histoire de l'artisanat chinois. Et or, en fait, beaucoup de choses ont été perdues. Et il y a aujourd'hui un appétit pour retrouver... Est-ce que c'est une renaissance? Oui, c'est... En tout cas... Ce qui est marrant, c'est que les Chinois... Il y a un effort qui est fait, ouais, et de partout, même par le gouvernement. Oui. Ils aiment, ce qui est drôle, c'est que les Chinois, ils aiment le fait que nous aimions notre passé. Alors, c'est drôle, parce qu'à une époque où nous, on a tendance à dire faisons table rase du passé. Tout ce qui est la Révolution en France. Oui, notre histoire ne commence qu'à la Révolution, voilà. ou bien l'histoire n'est plus une histoire de la France, mais elle est une histoire de choses françaises dans le monde. Et à une époque où on dilue les éléments de l'histoire française soit dans le monde entier, soit dans un temps un peu flou. Les élèves à l'école, ils ne sont pas fichus d'identifier les dates, les périodes. Eh bien, justement, les Chinois semblent dire qu'ils semblent souffrir d'une absence. Alors, ils ont des séries à la télé, des films, des tas de trucs historiques, mais ces trucs-là, sont un peu bateaux, un peu contrôlés, et ils ne font pas état vraiment pleinement de la source intellectuelle chinoise. Ouais, tu trouves? Moi, j'en ai vu des films comme ça là que tu parles. À petite proportion, quoi. Ça revient. Après, un film, c'est un film. Oui, non, mais ça revient. Ils y reviennent, ils en ont besoin. En tout cas, voilà, ils ont besoin de ça. Et il y a une soif, comme tu disais. Tous ces films-là, les gens, ils regardent à fond. Même les séries, là, les vieilles séries, ça, c'est très populaire. Même les jeunes. Oui. Les jeunes, en Chine, ils regardent que ça. Les vieilles séries de genre moyenâgeuses et tout, là. C'est ça. Où ils avaient les cheveux longs et tout, là. Alors, il y a aussi de très bons films chinois anciens de l'époque... disons des années 30 et 40, des vieux films chinois qui sont tout à fait intéressants et qui valent d'être vus. Et puis, il y a quelques grands réalisateurs chinois, bien sûr, qui font des films sensationnels. Bien sûr. Quelquefois, des films à double lecture, où on peut deviner des choses qui ne sont pas forcément dites publiquement très, très ouvertement. Mais c'est l'art, après. C'est l'art. Et d'ailleurs, je voulais juste en profiter pour dire que certaines de ces séries chinoises ou films chinois qu'on parle sont disponibles sur YouTube. Oui. Il y a les séries entières sur YouTube, si ça vous intéresse. Absolument. Cherchez un petit peu, et il y a les sous-titres en anglais, ou voilà. Et franchement, vous pouvez, c'est comme Game of Thrones ou ce genre de séries, ça se regarde, mais vraiment sans fin, quoi. C'est top. Moi, je suis fan. Franchement, j'en ai regardé des séries comme ça. Et il y a une intrigue. Et puis, c'est la vie, c'est comme la cour de Louis XIV, en fait. Tu vois, il y a des intrigues dans le palais et tout. Après, là, il faut aller à la guerre. Il y a les courtisanes, etc. Franchement, c'est top. Est-ce que tu as vu ce film qui est ancien maintenant? Il doit dater des années, j'ai oublié, 80, qui est de Chen Kaige et qui s'appelle La Terre jaune. C'est disponible sur YouTube. Oui. Okay. C'est un film absolument sensationnel. D'accord. Parce que c'est le premier film, disons, de l'ère nouvelle chinoise qui arrive à raconter une histoire tout à fait acceptable, tout à fait mainstream, qui est l'histoire de la progression du Parti communiste dans les années 30-40 dans le Shanxi. Au début. Ouais, voilà. Et en fait, l'histoire d'une jeune fille qui vit avec son grand-père, je crois, dans les grottes du Shanxi, là, et les maisons troglodytes. Et en fait, on y voit, si on regarde le déroulé du film, on voit une histoire contemporaine de cette époque, mais quand on l'interprète en connaissant la mythologie chinoise, on y voit un rappel des grands mythes chinois, du mariage au fleuve en particulier. La jeune fille se marie, il y a toute la cérémonie, on voit bon, après, il faut regarder le film parce que je ne peux pas dévoiler tout à fait la fin, mais c'est un don au dragon. Alors le dragon,
Est-ce qu'il est le pouvoir? Est-ce qu'il est cette armée qui grandit? Est-ce qu'il est le fleuve lui-même? Il y a une ambiguïté qui est délibérée et qui, tout au long du film, quoi. Ouais, et qui lie le passé très ancien à ce départ d'une nouvelle Chine. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau et il n'y a rien de maintenu même sans sacrifice. Ça, c'est voilà ce qui est très chinois. Toute naissance se fait dans la douleur. Et donc du coup, ouais, voilà, tu connais la Chine depuis des décennies et tu es spécialiste du nucléaire. Donc là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on entend de partout, et je pense qu'il y a une très grande part de réalité, c'est le ralentissement économique. Oui. Mondial et aussi de la Chine. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? T'as pas l'air convaincu. Des fois, non, mais on entend ça de partout. Donc, mais moi-même, dans mes présentations, des fois, je mets des extraits de journaux occidentaux, américains précisément, mais qui datent de 2000, 2002, 2000, et qui disent jamais la Chine. C'est des experts qui connaissent bien le développement économique et les lois intrinsèques du développement économique. Et ils disent jamais la Chine ne pourra se développer autant qu'il s'est projeté, puisque la liberté économique est absente des principes chinois. Et donc, c'est pas vrai du tout. Et donc, voilà, c'est le contraire. Le pouvoir chinois est antinomique. La Chine, c'est le pays du business. Oui, ben voilà. Donc on disait ça. Donc c'est amusant de mettre ça en comparaison de ce qui se passe aujourd'hui. Et évidemment, c'est idiot. Donc ce qu'on dit, les mythes se renouvellent sans cesse. Nous avons une vision très, en effet, inventée de la Chine. C'est vrai. Très inventée. Mais donc toi, tu dis non, il n'y a pas de crise, je suis hyper confiant. C'est pas ça. Non, si, il y a des crises, bien sûr. Mais tu vois, par exemple, la Chine va faire finalement 5% de croissance cette année, puis 5% l'année prochaine. Tout le monde crie, oh, mais quand même... Non, mais 5%, c'est énorme quand même, non? Ouais, même 4, ce serait énorme. Bah et oui. tout le monde dit que, voilà, c'est pas du tout les 11% qu'ils avaient en 2004. Non, mais ça, c'est normal. Mais quand tu es en développement, au bout d'un moment, bon, ça va ralentir. Tu peux pas construire des ports à l'infini, des autoroutes à l'infini, des trains à l'infini, des aéroports à l'infini. Oui, on ne peut pas. Donc tout le monde souhaite d'ailleurs, en fait, à la fois on blâme la Chine d'avoir cet atterrissage du taux de croissance, bien que celui-ci ait été largement anticipé et prévu par les experts chinois que moi je lisais ou j'entendais déjà il y a 10 ans, qui disaient que ce serait comme ça. Ils sont pas bêtes. Voilà. Hein. Et qu'il fallait se préparer à ce que ce soit comme ça un jour. Ouais. Et aussi, c'est souhaité par tout le monde, puisque tout le monde veut la fameuse diminution du CO2. Donc, elle ne peut pas se faire sans une diminution du taux de croissance. Et ouais, bof, non. Si justement, tu as du nucléaire. Ah oui, faut que le nucléaire grandisse. Mais, enfin, par exemple, quoi. Par exemple, oui, ou les renouvelables et tout ça. Mais rien ne vaut une diminution du taux de croissance, bien sûr. Ah bon? Bien sûr que le taux de croissance c'est un peu la clé, quoi, parce que la demande énergétique est toujours proportionnelle. Toutes les études, celles que je fais, y compris, montrent que la demande en électricité, mais la demande en énergie aussi plus largement, est absolument corrélée au taux de croissance. Ouais, c'est vrai. Et alors pas année par année, quoique presque, mais en tout cas sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, si l'énergie baisse, le taux de croissance baisse. Inversement, si le taux de croissance augmente, l'énergie augmente. Ben justement, tu vois, je voulais parler de ça aussi. Là, on voit la guerre en Ukraine. Bon, il y a la guerre de partout en ce moment, c'est un truc de ouf. Et du coup, on a vu par exemple l'économie allemande, on voit ce qui se passe en France. L'économie allemande, elle dépendait du gaz russe. Ils ont plus le gaz russe, boum, plus d'énergie de dispo. C'est compliqué pour eux. Et justement, qu'est-ce que tu penses de ça par rapport à la Chine? La Chine, l'énergie, tu vois, s'il y a un problème là, comment on fait? Et qu'est-ce qu'ils font pour garantir l'approvisionnement d'énergie pour la Chine, pour faire tourner le pays, et qu'il ne se passe pas la même chose qu'en Allemagne? C'est-à-dire d'abord, la Chine importe énormément de son énergie. Elle produit beaucoup. D'accord. On oublie de dire qu'elle Qu'est-ce produit. qu'ils importent? Elle produit du pétrole, elle produit du gaz et elle produit bien sûr du charbon. Elle importe quand même du charbon d'ailleurs. Ah ouais?
Mais elle en exporte aussi. Ah ouais. Elle produit à peu près ce dont elle a besoin de charbon. Mais pourquoi elle en importe? Parce que les coûts de transport pour le sud de la Chine de Mongolie, sont inférieurs pour du charbon venu d'Indonésie ou même d'Australie, plutôt que de le faire venir du nord et de le faire descendre vers le sud. En plus, c'est une question. Oui, en plus, c'est une question de facilité d'approche. Logistique. Ouais, logistique, plutôt que d'encombrer les lignes de chemin de fer. Parce que une grande usine de charbon, elle a besoin d'un train de charbon par jour. Donc, le charbon n'est pas très transportable. Mais par bateau, ça se voit moins. Donc, pour le sud de la Chine, oui. Des gros bateaux. Voilà, ça vient d'Indonésie. Ça vient d'Indonésie. Mais bon, cette importation ne représente, je sais plus, mais 5% de la production chinoise. C'est pas c'est pas énorme. Mais la Chine, elle produit son charbon. Elle continuera à croître en énergie issue du charbon, donc en électricité et en chaleur. Je ne sais pas pourquoi, tout le monde se dit que non, le charbon c'est fini. La Chine a rajouté en 2021, je crois, 33 gigawatts de capacité électrique en charbon, mais en 2022, elle en a rajouté 40, mais en 2023, elle en a rajouté encore en plus 44. Et en 2024, et là, bien qu'ils essaient un peu quand même de limiter les autorisations, mais n'empêche, elle va quand même en rajouter sans doute 47 gigawatts ou quelque chose comme ça. De plus, à chaque fois de plus. À chaque fois de plus, oui. Donc, c'est de sûr. Charbon, quoi. C'est sûr que le charbon... Il faut du charbon. Le charbon, Marco Polo a été le premier à voir que les Chinois utilisaient du charbon quand il est venu ici en 1270 et des poussières. Là, il a vu que les gens étaient étonnés. Les gens utilisaient une espèce de pierre noire qu'on faisait brûler. Ah non, on connaissait pas ça à l'époque. Non. Ah ouais. Mais il se peut que l'idée de l'exploiter, peut-être qu'on le connaissait de façon épisodique, mais il se peut que l'idée de l'exploiter comme combustible soit venue de Marco Polo d'ailleurs. Ah bon? Ouais, c'est possible. Mais après, bon, on avait nos propres. Quand même, il y avait des endroits en Europe où on utilisait. Il y avait en Grèce aussi, en Grèce ancienne, mais de façon très 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 mineure. Et pas comme combustible, mais pour le mélanger à du fer, par exemple. Mais les Chinois avaient ça comme combustible depuis toujours, depuis longtemps en tout cas. Et sans le charbon, aujourd'hui, je ne sais pas ce que feraient les Chinois. C'est clair. Pour l'industrie, bien sûr, mais aussi pour l'électricité, pour se chauffer. Alors, il y a des tas de programmes concurrents pour se chauffer désormais. D'accord. Y compris des grands plans nucléaires pour générer non plus seulement de l'électricité, mais de la chaleur. Et c'est très intéressant, bien sûr, mais ce n'est pas encore mis en place, sauf dans deux régions en Chine, où quand même, il y a un processus de conversion de la chaleur issue du refroidissement du réacteur nucléaire. Et cette chaleur est transportée sur une distance qui ne peut pas être très très élevée parce que la chaleur, ça refroidit à chaque kilomètre, ça refroidit de plusieurs degrés. Donc ils prétendent maintenant qu'ils arrivent à ne le refroidir que de 1 degré par kilomètre, un truc comme ça, mais c'est pas évident. Et donc il faut que ce soit inférieur à 10 km, quoi. Or, en général, les centrales nucléaires, on ne les met pas aux endroits où les gens habitent. Donc tous les endroits ne sont pas favorables. Alors soit il y a extension du transport de la chaleur, soit il y a rapprochement de l'usine de production aux habitations. Et dans les nouveaux projets de petits réacteurs nucléaires dédiés à la chaleur, évidemment, l'intention c'est de les mettre plus près des villes pour fournir cette chaleur. Bon, mais il y a déjà des projets qui marchent quand même, dans le Shandong en particulier, là, au bord de la mer, et où des gens sont chauffés et ont remplacé le chauffage au charbon par le chauffage nucléaire. Oui, ça arrive déjà. D'accord. Pour 500 000 m² dans le Shandong, c'est pas énorme, mais ça représente quand même quelques milliers de familles, largement. Et ça marche bien. Ça marche. Nouvelle technologie. Ouais. C'est pas tellement une nouvelle technologie. Dans plein de domaines, les Chinois, on peut dire que leur point fort, c'est
pas tellement d'inventer des nouvelles technologies, ou alors il faut donner au mot technologie un sens plus large, mais c'est plutôt de rendre plus performant et puis de mettre en place. Par exemple, ils ont un réacteur à haute température qui est aussi dans la province du Shandong, là, et qui n'est pas très grand, qui fait un peu plus de 200 mégawatts. Et la technologie de ce réacteur à haute température a été développée par les Allemands dans les années 60. Mais elle était développée sur le papier. Et les Chinois en ont fait une chose réelle. Et relativement performante. Pas économiquement performante encore aujourd'hui, mais en tout cas techniquement adéquate. D'accord. Donc il y a encore quelques ajustements à faire, mais ça fonctionne. Et du coup, tu disais que le charbon, c'est le numéro 1, que ça continue à grossir et tout. Oui. Et le nucléaire dans tout ça. Alors le charbon... Et le pétrole aussi. Les gens qui nous écoutent vont dire « Mais non, le charbon diminue, sa proportion descend, arrive à 56%, alors qu'avant il était 70%. » Le pourcentage diminue, mais... Oui, le tonnage. Mais la valeur absolue continue d'augmenter. Et va continuer d'augmenter. Alors, pour qu'il diminue, il faudrait faire moins de ciment. Tu parlais tout à l'heure, c'est vrai, on va arrêter de construire des routes, on va arrêter de construire des bâtiments. Ouais. Mais bon, les bâtiments, il y en a plein des vieux qu'il faut rénover. Et puis, arrêter de construire, c'est aussi un gros problème pour l'économie. Pour l'économie du logement. Donc, en général, avec toutes les grandes compagnies de real estate, là, elles ont des problèmes. Elles sont pas contentes. Et ça fait des problèmes qui retombent sur les banques localement. Et le problème qui retombe sur les banques, c'est le problème qui tombe sur les provinces. Donc, c'est domino, quoi. C'est pas évident. Donc, il n'est pas certain que la Chine ait intérêt aujourd'hui à faire atterrir trop fort son économie. Et elle n'en a pas vraiment besoin. Enfin, les gens ont besoin malgré tout, de développement, y compris dans la construction, y compris dans les routes, y compris dans les chemins de fer. Après, au pire du pire, ils peuvent raser les vieux bâtiments, parce qu'à Pékin, par exemple, il y en a plein, et construire du neuf. C'est ce qui va se passer. Ah ouais? Ça va être... C'est le plan, mais le plan que nous, on a aussi, soi-disant, c'est-à-dire de rénovation thermique, on appelle ça la rénovation thermique pour la transition énergétique. Bon, et tout mettre aux normes. Et voilà, ils vont sauter là-dessus pour ils vont. Ah ouais, ça va être en travaux non-stop, quoi. La Chine se trouve prise dans un espèce de mouvement, quelquefois qu'elle maîtrise, quelquefois qu'elle ne maîtrise pas, comme si elle faisait du surf sur la vague aussi. J'ai remarqué. Et quelquefois en planification long terme, il y a des documents de l'Académie des sciences chinoises qui planifient à 50 ans, qui planifient tout, hein. Les maisons de retraite, la progression des vaccins, les thérapies comme ci, la domestication de la... La Chine, ça a toujours été très administratif. Hein. Non, mais ils ont ça. Depuis des milliers d'années. Et en même temps, ils ont ça, et en même temps, ils ont des plans qu'ils adaptent au fur et à mesure. Par exemple, j'avais dit ça l'autre jour dans ma présentation, là, les Chinois sont les maîtres toutes catégories des lignes de transmission à haute tension. Ultra haut. UHV, là, je m'en souviens. Ultra haut voltage. 800 kV, 1000, 1200, etc. Et ils en ont 38, je crois, plus d'une 40 grandes lignes, une quarantaine de lignes à très haute tension qui sont entre l'Est et l'Ouest de la Chine. Et elles ont été faites en partie promues par une personne particulière au sein de l'électricité chinoise. Et ils ont pris un pli qu'on a pris nulle part. Nous, on essaie, là, on imagine en Europe de faire des liaisons souterraines avec l'Angleterre ou je sais plus où, la Norvège, pour transporter l'électricité comme ça à très haut voltage. Et voilà, les Chinois, ils en ont déjà mis plein. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. Ils ont, par exemple, je crois que la ligne entre le Sichuan et Shanghai, qui fournit 40% de l'électricité de Shanghai, ça doit être quelque chose comme 3 milliards de dollars, le prix de la ligne elle-même. Et ça amène l'électricité hydroélectrique, du barrage des barrages. Oui, ce barrage, puis un autre barrage. Mais ça amène l'électricité jusqu'à l'est, là où sont les usines. Mais en même temps, ils ont fait ce plan-là, parce qu'ils ont dit, ouais, il y a l'hydroélectricité, et il y avait même du charbon, puisque c'était commencé ces plans il y a 15 ans, là, dont il fallait amener le courant dans les endroits où on avait besoin. Mais après, arrive le développement
de l'éolien et du solaire. Or, l'éolien et le solaire, ils sont justement... Au Xinjiang. Oui, au Xinjiang, ou même un peu plus près, mais dans le Ningxia, mais dans les zones un peu désertiques, ensoleillées. Un peu loin de la côte, quoi. Oui, voilà. Et là, tout d'un coup, ces lignes qui avaient été mises avant avec un autre projet, deviennent, tiens, elles sont très bonnes pour amener l'énergie des énergies renouvelables. Oui, des énergies renouvelables. Donc, ça n'a pas été pensé pour ça, mais ça se trouve être efficace pour ça. On peut s'en servir. Quoi. Voilà. Alors, c'est pas encore idéal parce que il y a plein de problèmes liés autour. Mais les Chinois, voilà, ils s'adaptent. Ils ont inventé quelque chose, ils ont pris une direction stratégique très forte, puis en fait, c'est utilisé autrement que ce qu'ils avaient prévu. Et d'ailleurs, malheureusement, ils mettent aussi de l'électricité qui vient du charbon, parce que le gars qui a dépensé 3 milliards pour avoir une ligne, il faut qu'elle soit rentable, donc il faut qu'elle transporte toujours de l'électricité, et pas seulement quand il y a du vent et du soleil. Donc il prend le reste, c'est-à-dire de l'hydro quand il y en a, mais sinon ça peut être du charbon aussi. Donc il y a pas mal. L'hydroélectricité représente peut-être 50% de ce qui est transporté, et puis l'éolien et le solaire peut-être 20%, grosso modo à peine je crois. Et puis le reste c'est du charbon en fait. C'est du charbon produit là-bas, mais dont l'électricité est transportée vers les zones. Pourquoi pas Et mais ça crée des problèmes aussi, parce que par exemple, transporter l'électricité, elle est générée dans le Sichuan. Là, il y a un barrage. Hop, on transporte cette électricité. Très bien, pour Shanghai. Mais en même temps, on veut déplacer des usines vers l'Est. Et l'usine vers l'Est, on met une usine dans le Sichuan, là, près des barrages, mais elle n'a pas... Vers l'Ouest, tu veux dire. Vers l'Ouest, pardon, j'ai des bêtises, oui. Vers l'Ouest. Et là, elle n'a pas... Ces usines n'ont pas cette électricité, puisque... elle va là-bas. Elle est transférée par les lignes à haute tension. Ils ne peuvent pas faire un Donc aujourd'hui, si, mais il faut reconstruire un bout d'infrastructure, et puis ça veut dire moins d'électricité. Forcément, c'est l'un ou l'autre, quoi. Il y a, tu peux pas être au four et au moulin et distribuer à la fois dans l'Ouest, où seraient les nouvelles usines, les nouvelles implantations, les nouvelles villes, et puis à la fois garder quand même l'essentiel pour l'Est. Donc il y a une concurrence et une bataille, quoi, qui est imprévue. En plus, entre provinces, ils doivent se dire non, moi je veux l'électricité, non, moi je la veux. Non, mais qui est imprévu. Je veux dire, il y avait un plan, et puis ce plan se trouve tout d'un coup, il est juste quand même. Hop, on lui rajoute même des raisons d'exister, l'éolien, le machin. Et puis après, il y a un problème. Ah oui, mais alors comment faire pour les usines sur place ? Donc, et on est sans cesse obligé de l'adapter. Et c'est un peu ça la Chine, quoi. Ouais. Une planification, C'est qui dirait. C'est clair. Comme qui dirait, très forte, mais ça change tout le temps. pas de rigueur excessive dans l'application de cette planification. Voilà. Il y a une souplesse dans l'application. Moi, je pense exactement pareil, parce que déjà, et je l'explique, c'est parce que la Chine, c'est tellement grand, il y a tellement de personnes que t'as pas le choix. Ça va jamais se dérouler comme sur le papier, quoi. C'est ça. Tu vois. C'est ça. Donc, ils sont ouverts à ça. Ouais. Ils sont ouverts à ça. Et alors, on a dit, par exemple, pour revenir à ce que tu disais... C'est vrai, c'est l'inverse de l'Occident, en fait. Oui, oui. Il y a un peu quelque chose d'inversé. Tu vois. Mais par rapport à l'énergie... Parce qu'en Occident, on planifie tout et boum, c'est comme ça. Ouais. Non. J'en sais rien. Moi, j'avais réfléchi à ça, en fait. Il y a des gens qui planifient. C'est sûr que l'éolien et le solaire, ça a été hyper planifié. Ouais. Et planifié par des intentions privées, c'est sûr, qui en général sont plus teigneuses pour obtenir ce qu'elles souhaitent en Occident. Mais l'affaire de la guerre en Ukraine, j'irai pas jusqu'à dire qu'elle a été planifiée, mais en tout cas, elle a conduit à des événements là, de conséquences où il y a plus de, par exemple, on a moins de gaz en Allemagne, et moins de pétrole, puisqu'on veut plus l'acheter. Ouais. Peu importe les raisons, mais on veut plus l'acheter. Oui. Bon, et les Chinois, qu'est-ce qu'ils font ? Oui, bien sûr, ils en profitent. Alors, on a vu à un moment donné dans les médias français, en particulier, enfin celles que je regarde, et dans les médias américains aussi, eh bien, on a vu que c'est mal pour la Russie parce que ils n'arrivent à le vendre qu'à perte. Oui, voilà. Ils le vendent moins cher. Ils perdent leurs plus gros clients. Ils sont obligés de le vendre moins cher à la Chine, qui attend, embusqué. Voilà. C'est tout à fait faux. Le baril est à $73 aujourd'hui, quelque chose comme ça, et les Chinois continuent de l'acheter à 65, alors qu'ils en ont en quantité monstrueuse. Donc évidemment, même une baisse de quelques dollars par baril, ça fait une économie de, je ne sais plus combien, 600 millions de dollars pour les Chinois Russie, dans l'année.
mais top. à la limite, 600 millions de dollars de plus ou de moins, c'est pas... Oui. En tout cas, il y a une... Je ne crois pas que la dépendance Chine-Russie soit une dépendance de la Russie à la Chine. Je pense que c'est une très courte vue que de voir ça. C'est une dépendance mutuelle et qui les arrange. La Chine, ils ont besoin de la Russie. La production projetée de Gazprom en 2040, je crois, c'est quelque chose comme 400 milliards de mètres cubes de gaz par an. Bon, on ne sait pas ce que ça représente. Enfin, non, oui, on sait pas. Oui, mais ceux qui nous regardent, on ne sait pas. Ça représente quoi, ça? Eh ben, je vais te dire, aujourd'hui, les Chinois... 400 milliards de mètres cubes. Aujourd'hui, les Chinois en consomment quelque chose comme 250. D'accord. Et en 2040, je parle d'importation, pas de... En 2040, les Chinois pourraient importer la totalité de la production de Gazprom. Gazprom n'a qu'à... Là, j'ai vu, ils ont construit un pipeline directement sur Shanghai. Il a ouvert il y a quelques semaines, là. Oui. Alors, il vient C'est un deuxième. Oui, c'est un pipeline qui vient du nord de la Chine, oui. Ouais. Mais enfin, il vient de Russie. Oui, il y a plusieurs plans de pipeline. Oui, il y a plusieurs pipelines. Plusieurs plans. Il y en a un qui est en cours d'achèvement, qui fait 34 milliards de mètres cubes. 34 ou 38, j'ai un doute. Et ça, c'est pas... Et il y en a un autre qui va être rajouté pour porter la capacité à 58 milliards de mètres cubes. Et puis après, il y en a encore un autre qui est projeté entre Vladivostok, non pas entre la Sibérie, pas la Sibérie occidentale, mais la Sibérie l'extrême est ou l'extrême-orient, et qui descendrait directement aussi sur la Chine. Et en fait, les Chinois peuvent tout absorber. Bah oui. Donc ils ont le marché, quoi. Non, mais les Russes peuvent se dire, il suffit d'attendre. Ce qu'on ne vend pas aujourd'hui, on le vendra demain. Ça n'est qu'un mieux. On a intérêt. Et pour la Russie, c'est pas top d'avoir un seul client non plus, quoi. Si ce client est nécessiteux, s'il est dans le besoin, et s'ils s'entendent bien, donc la Chine pourrait vendre la totalité de son gaz. Elle en vendra, ça n'arrivera pas. Mais si elle le pouvait... Toi, tu penses qu'entre la Chine et la Russie, ce sera toujours OK, quoi? Non, je ne crois pas que ce sera toujours OK. Les gens aiment beaucoup dire « Oh non, mais vous savez, ils ne s'entendent pas, ils ne sont pas pareils. Les Chinois et les Russes, c'est vraiment deux mentalités. » C'est vrai, non? Évidemment que c'est vrai, mais comme entre les Français et les Espagnols. Oui, oui, je suis d'accord. Bon, donc, on s'est fait la guerre aussi avant Louis XIV. Non, mais je suis d'accord. Donc, ça ne les empêche pas. Il ne faut pas oublier que c'est quand même les Russes qui ont fourni la bombe atomique aux Chinois, enfin des éléments qui ont permis aux Chinois de développer par eux-mêmes. Excuse-moi, il faut faire la phrase en entier parce que sinon... Donc, ce qui a permis aux Chinois de développer, comme qui dirait par eux-mêmes, la bombe atomique. Mais c'est eux qui ont fourni du plutonium, tous les premiers chargements de plutonium. C'est eux qui ont aidé à développer beaucoup de recherches dans le domaine du nucléaire, etc. Bon, il y a une présence, et puis en livraison d'armes aussi, y compris en livraison d'avions, avions de chasse, etc. Donc il y a des relations anciennes et fiables entre la Chine et la Russie. C'est vrai. Et il n'y a aucune raison que tout d'un coup, même pour des changements de personnes et pour des questions de je ne sais quelle soi-disant sympathie, qu'ils n'auraient pas, parce qu'ils seraient différents, et à ce moment-là, ceux-ci seraient fragiles et menacés dans l'avenir. Ça me semble être une vue tout à fait erronée. Voilà. Nous aussi, on a des relations avec je ne sais qui, les Allemands, les Suédois, qui sont soumis à des aléas. Non, mais regarde, je suis d'accord avec toi, mais là, nous, on a coupé notre approvisionnement en gaz. Oui. On s'en ficherait si on n'avait pas de renouvelables. Si on n'avait pas on s'est privé du gaz russe. Mais on en a besoin parce qu'on a besoin d'énergie pour compenser l'intermittence. C'est complètement stupide, non? C'est deux fois stupide. Tu penses que c'est pas grave, ça? Qu'on se soit privé du gaz russe? Si, bien sûr. Ouais. Du point de vue. Alors là, c'est sûr que le coût des voitures... Il faut de l'énergie pour construire des voitures. Bah oui, pour tout. Et le coût des voitures électriques en Chine, il vaut même pas la moitié de ce que ça vaut en Europe. Et ça va encore descendre. Ah bon? Bah oui, parce que justement, ils vont augmenter l'importation de gaz russe, parce qu'ils augmentent aussi le pétrole d'Arabie Saoudite, avec lequel ils ont de plus en plus de contrats. Et le pétrole, il vient d'où?
Le pétrole, il vient de Russie, beaucoup. Ensuite, d'Arabie Saoudite. Et ensuite, d'Iran. Le gaz vient aussi du Turkménistan, mais pour le pétrole, oui, il y a beaucoup de pétrole qui vient d'Iran et qui passe sous les radars, qu'on ne voit pas dans les statistiques. C'est lequel le plus gros fournisseur de pétrole? Je crois que c'est la Russie. D'accord. Et après, c'est l'Arabie Saoudite. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Et là, j'ai vu en parlant de ça que l'Arabie Saoudite avait terminé son contrat avec les Américains de 60 ans, là, de protection. Ah oui, d'échange dollars. Je crois que j'avais quelques chiffres là. La Russie, oui, c'est ça, c'est 2,15 millions de barils par jour et l'Arabie Saoudite, 1,73 millions de barils par jour. Donc, c'est plus que, tu vois, ce que la Russie exporte en Chine, c'est 2 fois ce que la France consomme en entier. À peine? C'est 2 fois ce que la France consomme comme pétrole. La France consomme en pétrole la moitié de simplement la partie que la Russie exporte à la Chine. T'imagines les quantités? Donc, mais ça ne fait quand même que 22% de la consommation du pétrole chinois. Les Chinois ne sont pas surdépendants de la Russie, oui. D'accord. Mais par contre, en gaz, oui. En gaz, non plus, ce n'est pas... Ah ouais? Non, pas pour l'instant encore, oui. Parce qu'ils achètent ils achètent aussi D'abord, ils en font. Déjà, ils sont capables d'en faire par eux-mêmes. Ils produisent quasiment la moitié de leurs besoins. Ouais. En gaz? Oui, un peu plus de la moitié. Ah, d'accord. Ouais. En gaz, ouais. Ah, ils ont beaucoup de ressources, en fait, oui, absolument. les Chinois. Mais comme ça suffit pas, oui, ça ne paraît pas... C'est déjà bien, quoi. Non, mais on se dit, bah voilà, non, les Chinois sont dépendants de l'extérieur, ce qui est vrai. Pour plus de 40%, ils doivent importer. Et le premier importateur, je crois que c'est... il y a l'Australie, il y a la Russie, il y a la Mongolie même un peu, la Malaisie même, et le Qatar, évidemment. Il y a tout ça. Et du coup, le nucléaire dans tout ça? Eh ben, le nucléaire... C'est quoi l'historique du nucléaire et le futur du nucléaire? Parce qu'en plus, il y a eu Fukushima là au Japon. Ça a fait tout un scandale en Chine. Pas très longtemps. Pas très longtemps, mais quand même, c'était un gros scandale, quoi. Oui, mais pas très longtemps, c'est vrai. Ils ont dévalisé les magasins de sel. Parce qu'ils pensaient que dans le sel, il y avait... D'abord, oui, ils avaient peur que le sel soit contaminé, venant de la mer. Et puis, ils pensaient que ils pouvaient éviter il y avait de l'iode dans le sel de mer, et donc ça pouvait éviter les cancers de la thyroïde, des fois qu'on serait impacté. Ah ouais. Voilà, c'était une façon d'acheter de l'iode en achetant du sel, du sel marin. S'ils faisaient d'une pierre deux coups, ils faisaient des stocks pour le futur sel de mer, Fukushima, et en même temps, ils avaient de l'iode. Mais ils ont cru ça pendant 8 jours, honnêtement. Ouais, non, c'est vrai. Bon, puis après... ils ont eu peur, parce qu'on a fait peur en disant qu'une explosion allait conduire à et pire et encore autre chose. Bon, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les restaurants japonais, il y a moins de monde qu'avant, même encore maintenant. Ils veulent pas trop... De toute manière, ils aiment pas le Japon, les Chinois. Hein. De base. On va commencer par là. Hein. Oui, mais... c'est pas parce qu'ils aiment pas... Il y avait que... Les Américains, quand ils aimaient pas la France, ils ont vidé le vin rouge dans les caniveaux. Ouais. Mais, les French fries aussi. Ça leur a pris à un moment donné. Ça. Ouais, grave. Mais les Chinois, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas, entre guillemets, les Japonais, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a plein de Chinois qui vont faire du tourisme au Japon. Non, c'est vrai. Il y a plein d'étudiants qui vont étudier au Japon, etc. Et c'est j'ai oublié les chiffres, mais par dizaines ou centaines de milliers. Hein. Ouais. C'est pas 15 visiteurs. C'est dans le top 5, quoi. Oui. Donc, et ceux qui y vont, en général, aiment ça. J'ai rencontré hier encore, je parlais des Chinois, et il y avait une Chinoise qui a été plusieurs fois passer ses vacances au Japon. Elle est allée dans plein d'autres pays d'Asie, et je lui ai demandé qu'est-ce que vous préférez, elle m'a dit le Japon. Ah ouais. Donc,
Ça prouve rien, c'est qu'une personne. Mais je veux dire, non, mais moi j'en connais plein. Il y a des chiffres qui sont probants. Même je connais des Chinois qui ont travaillé au Japon et qui, enfin voilà quoi, c'est vraiment une expérience internationale, tu vois, pour eux. Et quand ils reviennent, ben voilà, tu vois qu'ils ont un truc en plus, quoi. Oui, donc ils aiment bien le Japon. Et je sais plus pourquoi on disait ça. Pour Fukushima. Pour Fukushima, ils ont quand même. C'est vrai qu'il y a quand même une part de la population qui suit la propagande gouvernementale. Et quand il s'agit d'aller protester devant l'ambassade du Japon, on trouve toujours des gens pour le faire. C'est vrai. Bon, il y en a d'autres qui trouvent ça ridicule, mais bon, voilà. Mais pour Fukushima, ils sont pas d'accord, ils n'ont pas été d'accord avec la façon dont les Japonais ont planifié le relâchement de l'eau l'eau dite contaminée qui est stockée. Il y a 800 000 tonnes d'eau là qui sont stockées dans des grandes cuves et que petit à petit on a décidé, mais sur 20 ans, de relâcher dans la mer. Ils disent ouais, c'est tout à fait absurde du point de vue physique, puisque la quantité de tritium, ce qu'ils craignent, c'est le tritium qui est là-dedans. D'abord, il a une durée de vie qui n'est pas très très longue, 15 ans, 14 ans, et puis surtout, la quantité de tritium pur qu'il y a dans ces 800 000 tonnes d'eau, c'est l'équivalent d'un verre. Mais c'est dangereux ça ou pas? Un verre? Enfin... Moi je connais pas le tritium. Mais quand même... Oui. Tu me dis un verre de cyanure, je le bois, je meurs. Oui, mais tu le dilues dans 800 000 tonnes d'eau. Ouais. Tu vois ce qu'il en reste. Ouais. C'est pas par tonne qu'il y a un verre, c'est en tout. Ouais. Donc... Si je mets... C'est quoi un truc mortel, le cyanure? Si je dilue du cyanure dans 800 000 tonnes d'eau... Ah bah non, c'est bon. Boire. L'eau d'ailleurs, l'eau qui est emmagasinée, elle peut être bue. Alors, elle peut pas être bue pour des raisons peut-être biologiques, d'impureté biologique, microbienne, éventuellement. Ouais. Mais sinon, du point de vue chimique, elle peut être bue. Bon, mais les Chinois disent ouais, mais on est rejeté dans l'eau, mais c'est un peu un prétexte pour comment dire, mettre une épine dans le pied japonais et pour contraindre les Japonais à être sur une ligne de négociation générale avec les Chinois, et que si vous faites quoi que ce soit dans la mer, vous ne pouvez pas le faire sans qu'on dise donner notre avis. Donc c'est une façon, une fois de plus, de mettre le Japon dans une espèce pas de domination, mais en tout cas de droit de regard qu'a la Chine sur toute une zone qui s'étend bien au-delà de la Chine. Mais du coup, en Chine, c'est quoi les résultats? Bon, déjà, il faut commencer par le passé du nucléaire en Chine, voilà, parce que ça, c'est quand même très récent. Écoute, ils ont commencé des recherches il y a très longtemps. Nous, Charles de Gaulle avait créé le CEA en 1945, quelque chose comme ça. C'est quoi le CEA? Le commissariat à l'énergie atomique, dont la mission a été de développer l'utilisation civile et militaire de l'énergie nucléaire. D'accord. Et les Chinois ont été en retard, bien sûr, mais quoique Mao Tse-tung, dès 5 ans plus tard, 50, il commence déjà à poser le problème. Et puis une sorte d'institut correspondant chinois est créé en 1958. Donc on pourrait dire, les Chinois avaient 13 ans de retard. Et pour ce qui est de la bombe atomique, alors nous, on n'aime pas en parler. Oui, mais non, nous on fait du civil, on fait pas du militaire. Bon. Mais c'est un peu absurde parce que les physiciens, au départ, ce sont les mêmes. Et la bombe française éclate en 1960, c'est ça? Je sais. Et en Algérie, là. Et la bombe chinoise en 64. C'est juste à côté. Ouais, et la bombe à hydrogène 3 ans plus tard. Donc en fait, là on voit les Chinois, ils se sont quand même rattrapés assez vite. Et puis pour ce qui est du civil, de l'énergie civile, de production d'électricité, alors c'est vrai qu'il y a eu des discussions assez tôt entre Pompidou à l'époque et la Chine pour conclure un accord entre la France et la Chine pour construire des centrales nucléaires, dont l'emblématique, c'est celle de Daya Bay dans le sud, près de Hong Kong. Voilà. Et c'est vrai que les Français ont construit, après des contrats signés à la fin des années 80, factuellement, on a commencé à la construire en 88, quelque chose comme ça, et elle a été mise elle a été mise sur le réseau en 1994. Bon. Mais les Chinois avaient simultanément développé leur propre réacteur nucléaire dans le sud de Shanghai, qui était plus petit
faisait que 300 mégawatts au lieu de 650, 660. Donc il était plus petit, mais il était entièrement chinois. Et pour le symbole, ils l'ont connecté au réseau quelques mois avant la centrale de Daya Bay, qui a été faite entièrement par les Français, non seulement par les Français, mais par les produits importés, puisque même le béton, à cette époque, dans les années fin 80-90, il fallait l'importer de l'extérieur, parce que le béton chinois n'était pas conforme en termes de résistance et de solidité. Ah ouais. Et donc, c'est pas pareil. Hein. Mais maintenant, c'est pas comme un bâtiment, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas comme un bâtiment. Ah. Alors, un jour, je me suis fait interroger. J'étais interviewé à CNN après le tremblement de terre, bien après le tremblement de terre du Sichuan, là, où ils m'ont demandé, ouais, mais quand même, regardez ce qui se passe, ce qui s'est passé dans le Sichuan, l'écroulement des écoles, tout ça. Est-ce qu'il pourrait se passer la même chose avec le nucléaire? J'ai essayé de leur expliquer que c'était très différent et que les normes que les Chinois appliquaient c'était quand même très très sérieux et très fiable. Est-ce que c'est plus ou moins sérieux qu'en France, les normes du nucléaire chinois? Eh ben écoute, les normes, je reviens sur autre chose d'abord, les normes de pollution des industries polluantes, en particulier charbon et tout ça, sont plus exigeantes que les normes européennes en termes de quantité de soufre, sulfure, nitrate, etc., qui sortent de la bouche de ces centrales, de ces usines. Pour le nucléaire, non, les normes ne sont pas très différentes, les normes chinoises. Mais souvent, les constructeurs chinois, ils disent, mais nous, on résiste à une accélération en cœur. C'est un terme pour dire la résistance à un tremblement de terre qui est supérieur, etc. On fait ça de façon encore plus approfondie. Des normes sismiques plus élevées. Oui, voilà, soi-disant. Pas la norme, pas la norme. Il y a plus de risques en Chine qu'en France, non? Non, pas la norme, mais ce qui est fourni par les fournisseurs. Ils disent qu'eux, ils font plus que la norme. Non, c'est tout à fait fiable. Et voilà, donc dans les années fin 90, voilà, on construit plusieurs centrales nucléaires, dont finalement 17, je crois en tout, 17 réacteurs seront sur modèle français, développés, avec l'aide des Français. Avec l'aide des Français à Daya Bay. Il y avait des ingénieurs, il y avait une petite école, on la voit encore, une misérable petite école avec les balançoires abandonnées. C'est en plein Daya Bay, on se croit à Tchernobyl. Là. Ouais. L'école française abandonnée. Ah ouais. T'y allais? Oui. Je sais peut-être qu'ils l'ont nettoyé maintenant. Mais alors qu'il n'y avait plus aucun Français, il y avait encore des restes de l'ex-présence française à Daya Bay. Et donc ils ont fait après plein d'autres réacteurs dans la région, dans le sud, dans la région de Canton, puis jusqu'à Shanghai, et même au-delà, dans le nord, près d'Alienne. Ils ont fait des réacteurs qui étaient sur le modèle français, oui, issus du modèle français, mais de plus en plus sinisés. Et la part chinoise qui faisait 2% à Daya Bay, je ne sais pas ce que c'était que ces 2% là, mais ces 2% à Daya Bay fait maintenant 90%, 91%. Les Chinois font quasiment tout par eux-mêmes. Conception, matériaux, et le construction. nouveau réacteur chinois, enfin nouveau, oui, depuis quelques années, qui a commencé en 2015, là, le réacteur Hualong, mais auquel ils pensaient déjà depuis, les designers travaillaient dessus depuis le début des années 2000, et ce réacteur-là, il est entièrement chinois. Il y a quelques éléments qu'ils importent quand même, d'équipement, mais sinon, du point de vue du design, des propriétés intellectuelles, mode de construction, c'est intégralement chinois. D'accord. Et du coup, quel est le futur pour le nucléaire en Chine? Il est modeste aujourd'hui, puisque... Combien ils ont d'usines ils en ont à peu près autant qu'en France, à la louche. Ouais. C'est pas assez. 58, quelque chose comme ça. Ouais. C'est pas assez, vu que c'est 10 fois plus grand la Chine. Voilà. 20 fois. Donc, au lieu de 70% de l'électricité, c'est la France, et ça ne fait que 5% de l'électricité. Ah ouais, le nucléaire. Ouais. Et ils visent combien? Ils ont 2040, 15%, 15 à 18%, c'est déjà bien, 18% même. Ils 10% de plus. Ils rêveraient de 18%.
Mais le problème, c'est que la demande électrique croît plus vite que le nucléaire. Ah, ouais. Donc du coup, il faut produire de l'électricité avec du charbon ou autre chose, quoi. L'électricité représente 27% de l'énergie en Chine aujourd'hui. Mais ils voudraient faire monter ce chiffre, presque le double. Et pour décarboner, comme on dit, l'activité économique. Et je ne sais pas comment on va décarboner la fabrication de l'acier, la fabrication du ciment. Je ne vois pas bien. Mais c'est pourtant dans les plans des professeurs qui montrent que la Chine va décarboner, c'est parce qu'elle va diminuer son ciment, son acier. Moi, je ne pense pas que ça va arriver, ça. Voilà. Je ne crois pas. C'est pas non plus la priorité. Il faut déjà faire ce qu'on peut. La force de la Chine, c'est son industrie. Son industrie représente aujourd'hui plus de 25% de son PIB. 26 ou 26,5% de son PIB. Et nous, c'est 8%. On voit bien qu'à ce niveau de 8, on est un peu fichu. C'est un peu faible, là. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? On le dit, on le lit, on lit ça. Ah oui, les Chinois, parce que le coût du travail augmente en Chine, donc c'est moins intéressant de déménager les usines occidentales vers la Chine. Mais il n'y en a plus à déménager de toute façon. La question ne se pose même pas si c'est plus ou moins intéressant. Et est-ce que les Chinois, eux, sous prétexte que le travail au Vietnam serait moins cher, ce qui n'est même pas le cas, mais mettons en Indonésie, ou est-ce qu'ils vont déménager leurs usines en Inde? Non. Ça n'arrivera pas. Donc ils garderont, comme la Corée d'ailleurs, qui garde une part, ça doit être au moins 22 ou 23%, l'industrie en Corée, comme part du PIB. La Corée va garder son industrie, et la Chine va garder son industrie. Même quand elle atteindra le niveau de la Corée. La Corée aujourd'hui, en parité de pouvoir d'achat, le revenu il est supérieur à celui du Japon. Cette année, il a dépassé le Japon. Et pourtant, voilà, ils ont une industrie très forte. Ah oui, les Coréens font plein de choses. Et ben la Chine fera pareil. Voilà. Donc ça imposera une demande énergétique très importante, mais en plus, ils vont se développer dans des nouveaux... elle va garder ce qu'elle a. 2, elle développe des nouveaux trucs. Comme nous, on est friands en Occident, c'est-à-dire les centres de données, les data centers. Ouais. Alors les data centers... Oui, ça c'est super important. Ils en ont moins qu'en Amérique. Le spatial aussi. Ouais, ils en ont moins qu'en Amérique. Mais ils ont des plans de développement qui sont à quasi équivalents. La semaine dernière, je crois que c'est le Xi Jinping qui a dit qu'il fallait que l'école en Chine, désormais, se penche sur l'enseignement de la pratique, je ne sais pas ce que ça veut dire dans les faits, mais l'enseignement de la pratique de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, ça n'a d'intelligence que le nom, mais en tout cas, c'est fondé sur de grands centres de données, d'emmagasinement des données. Il y a d'énormes plans chinois de déplacement de ces centres de données de l'est de la Chine vers l'ouest de la Chine, vers les terres, vers le Sichuan et tout ça. Une des raisons, c'est que, comme nous on le fait en Europe, on les déplace vers le nord parce que fait plus froid, ouais. Donc il y a besoin de moins de refroidissement. Bah oui. Voilà, on diminue le besoin en refroidissement. Mais ça ne suffit pas d'avoir des températures plus fraîches. Dans la montagne ou dans le nord, il faut quand même abreuver en électricité. Donc les Chinois ont les mêmes plans que Amazon, Google, Oracle et les autres, qui est de se lancer dans la production autonome d'électricité nucléaire. Et les Chinois aussi comptent lier, attacher des centres de données à la production d'électricité nucléaire faite par des petits réacteurs nucléaires. D'accord. Voilà. Donc ça, ils feront ça du coup dans l'intérieur des terres. Et je voulais te poser une question sur la sécurité. Est-ce qu'il y a un danger dans le nucléaire chinois, un Tchernobyl, un Fukushima? Qu'est-ce que tu en penses? Un danger, il y en a toujours. Ouais. Un risque, il y en a toujours. Ouais. Le propre des ingénieurs n'est pas d'éliminer les risques, mais de le mesurer. Et l'ayant mesuré, de dire, voilà, on peut accepter ça. Mais c'est pas parce qu'on accepte un risque, on n'accepte pas un risque dans l'activité civile comme dans le militaire.
Dans le militaire, le risque, c'est « Ah, je vais avoir des dommages collatéraux. Il y a des civils qui vont mourir autour de la bombe que je vais lancer. Ouais. » Bon. Eh ben oui, c'est pertes et profits. Non. Dans l'activité civile, on mesure un risque. Ah, il peut y avoir un accident là. Mais même quand il y a un accident, on essaie que ces conséquences ne soient pas dommageables. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, le risque nucléaire est très très faible. Le risque de mourir d'un accident nucléaire parce que j'habite à côté d'une centrale nucléaire, il doit être quelque chose comme, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais je crois que c'est 100 millions de fois plus faible que le risque de mourir d'un accident d'avion. Ah. Donc, ouais, je crois que c'est 100 millions. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, ça n'est pas comparable. Et puis, il ne faut pas oublier que à Fukushima, il n'y a pas eu de mort nucléaire. Il y a un gars qui a été irradié, puis qui est mort 10 ans plus tard, et Ils sont morts du tsunami. Dont les procès ont dit que peut-être c'était lié à son activité. Mais voilà, donc il a été compté, ouais, un mort, mais avec plus de 10 ans que 10 jours. Non, mais si ça explose et que ça fait un tsunami, bon, ils sont morts à cause de la centrale nucléaire qui a explosé. Non, ouais, ce qui a explosé, c'est le toit et la structure autour. Ouais. C'est l'hydrogène qui a fait explosion. C'est pas le combustible nucléaire qui, lui, a fondu sur place. C'est l'hydrogène créé par la séparation de l'hydrogène et de l'oxygène dans l'eau par les hautes températures créées. Mais cet hydrogène s'est accumulé et puis avec la chaleur, il a fini par exploser. Mais aujourd'hui, il y a des modes de contrôle de production de l'hydrogène. Mais ça n'est pas le cœur du réacteur qui a explosé. Il ne peut pas exploser. Il est non explosif. Mais une explosion créée par de l'hydrogène peut entraîner la dispersion d'une partie radioactive du cœur. C'est pas la même chose, c'est pas le cœur qui explose. Le cœur ne peut pas exploser. Ça, c'est bien, ça. Voilà. Il n'y a pas de rapport, en fait, j'ai fait moi-même tout à l'heure un rapport entre l'histoire du développement de la bombe nucléaire en Chine et puis de l'énergie civile nucléaire. Mais il n'y a pas de rapport direct entre l'industrie civile et l'industrie militaire pour créer des bombes. Ça se voit très bien. Il y a des pays, par exemple, qui ont la bombe nucléaire et qui n'ont pas l'énergie nucléaire, comme la Corée du Nord. Et puis il y a des tas de pays qui ont l'énergie nucléaire sans avoir la bombe, y compris ceux qui la voudraient, comme l'Iran. Ils ont une centrale nucléaire, mais ils n'ont pas de bombe nucléaire. Donc les deux, et puis le Japon. Donc il y a plein d'autres exemples, comme quoi on peut tout à fait décorréler. C'était une bêtise qui avait été dite par Al Gore quand il était vice-président, qui prétendait que les pays qui avaient l'énergie civile développaient des bombes nucléaires. C'était automatique, quoi. C'est géographiquement et historiquement complètement faux. Voilà. Parce que le combustible nécessaire n'est pas du tout le même. Voilà. Donc, non, il faut décorréler ces deux choses-là. Elles sont corrélées du point de vue de l'intérêt scientifique de départ, les gens qui font des études, les physiciens, etc. Mais après, c'est deux branches vraiment distinctes. Et alors, est-ce que l'avenir nucléaire... La Chine va devenir le premier... Donc, elle a dépassé la France. Elle va dépasser les États-Unis dans 5 ans environ. Et elle continuera de continuer à dépasser. C'est-à-dire que les projections pour la Chine, certains projettent, c'est difficile de dire 2050, même 2035 déjà, mais quand même, si on rend crédible la croissance chinoise après 2035 jusqu'à 2050, la Chine produirait à elle seule autant d'énergie nucléaire que la totalité de l'énergie nucléaire dans le monde actuel. Voilà. Donc elle ne serait plus simplement acteur du nucléaire, mais elle serait leader absolu du nucléaire. Et pour ça, elle a pris, elle s'en est donné les moyens. D'abord en utilisant toutes les technologies existantes, françaises, russes, canadiennes, chinoises. Elle utilise tout ça. Et puis deux, en ayant toute une chaîne de fabrication de son combustible, indépendante, autonome, en acquérant des mines d'uranium à l'étranger. Ces mines d'uranium en Namibie produisent autant d'uranium pour
l'industrie chinoise que la Chine elle-même en interne. Il y a des mines d'uranium en Chine. Mais il en vient autant des possessions chinoises en Namibie. T'imagines? Donc c'est 50-50. Ouais. Donc, et puis ils en achètent au Canada, ils en achètent en Australie et au Kazakhstan, surtout au Kazakhstan. Ils viennent de réacquérir là les mines russes du Kazakhstan. Une partie. Les Russes ont vendu leur part dans certaines mines. D'accord. Et, donc, non, ils garantissent leur indépendance comme ça future. Le nucléaire grandira certainement, peut-être pas jusqu'à faire l'équivalent de les 400 gigawatts mondiaux actuels, mais peut-être quand même. Ils peuvent quand même y arriver. Et puis, ça jouera un rôle majeur quand même dans l'économie chinoise, peut-être limité à 15%, mais 15% c'est pas mal. Après tout, 15% c'est ce qu'on a nous en hydroélectrique par exemple. On serait bien en peine si on n'avait pas cette hydroélectricité en France. Oh oui. Donc ce sera très important pour la Chine, c'est sûr. D'accord. L'hydro, c'est combien en Chine? Parce qu'il y a le barrage des Trois Gorges, qui est énorme. Il y a d'énormes barrages, mais ils sont limités à... Non, l'hydro, ça fait... J'ai oublié, ça fait 15% aussi. Ah, c'est beaucoup. 20%, hein. ouais. C'est beaucoup. Hein. Ouais, Regarde, 15%. hydro, nucléaire, 15, ils peuvent arriver à combien d'énergie verte alors du coup dans 10 ans, hein, dans 10-20 ans. Hein. Ils peuvent faire... déjà, c'est les renouvelables, ça doit faire dans les 12 à 15%. Ils peuvent faire... pour l'électricité, on peut faire 30%, 35%. On peut pas faire plus? Ouais. Ah ouais? Je sais pas, l'hydro, le nucléaire... Non, mais le problème, c'est aujourd'hui, il y a une très forte croissance du solaire et de l'éolien. Ouais. Mais... C'est pas bien ça? Si, mais c'est limité. Et déjà, on voit en 2024 que ça croît moins que la prolongation de la croissance antérieure. Donc, pourquoi? Parce que il faut le réseau pour l'absorber. Et 1 kWh produit dans l'ouest chinois, ce qu'on appelle le Turkestan chinois, là, pour l'acheminer jusqu'à Shanghai, ou même avant, à Xi'an, il coûte 2 fois le prix de l'électricité nucléaire. Oui. À cause de ce prix de ces lignes à haute tension. Et puis, en plus, ils ne les rentabilisent pas parce qu'ils ne produisent pas tout le temps. Donc, l'intermittence est une... Le mot production est inadapté. Le mot production est inadapté à l'électricité. Parce qu'on produit du sel, du coton, je sais pas quoi, des voitures, des tuyaux. Ouais. Mais l'électricité n'est pas, contrairement à ce que les gens croient et ce que les économistes ont tendance à dire, ils le disent carrément même, ils disent « Ah, les électrons que je produis, ah ouais, mais les électrons, il faut que je les amène. » Non, on ne produit pas d'électrons avec des centrales électriques. Il n'y a pas plus d'électrons qu'il y en avait dans les fils de cuivre. Il y a un mouvement dans les fils de cuivre initié par la centrale électrique et ce mouvement est un mouvement de champ électromagnétique dans le fil et autour du fil. Et c'est pour ça que ça se déplace à la vitesse de la lumière. Parce que les électrons, eux, ils sont hyper lents à se déplacer. Entre le bouton et la lampe, il faut une demi-heure, un électron pour aller. Donc, ça n'est pas un déplacement des électrons qui font que les lampes s'allument. Et donc, de cette réalité physique, il découle que la production d'électricité n'est pas une production de consommable, d'un produit qu'on peut emmagasiner, par exemple. Ah j'en mets là dans le réservoir et puis je le consommerai plus tard. Non. Pour conserver l'électricité, il faut la transformer. Il faut qu'elle devienne autre chose que de l'électricité. Dans une batterie, elle n'est plus l'électricité. Elle est de l'énergie chimique. Et après, elle est retransformée en électricité. Mais on ne peut pas conserver d'électricité parce qu'on ne peut pas conserver de champ électromagnétique. Donc, quand ils produisent, c'est très bien, ils ont jusqu'à 17% dans certaines provinces de l'ouest chinois qui est fait par l'éolien.
de l'électricité locale, 17% de la production locale d'électricité qui est éolienne. Donc, ils peuvent continuer encore un peu, mais quand ils seront arrivés à 18%, ce sera fini, comme partout ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que tout ce qui sera produit au-dessus de 18%, eh ben, ce sera un problème plus qu'une solution. Puisque ces productions ne génèrent ce champ électromagnétique que 18% du temps, eh bien, ce qui est au-delà de 18%, c'est en trop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Les gens ont des grands plans, on va le stocker dans des batteries, etc. Des batteries, il faut du lithium, il faut plein de trucs. Et puis, on va produire de l'hydrogène. Au lieu de le stocker dans l'énergie chimique des batteries, on va le faire avec une forme aussi d'énergie chimique, mais hydrogène, et on va transporter l'hydrogène et le consommer là-bas. Ces plans-là, les plans d'utilisation de l'électricité comme combustible, finalement, sont très anciens, des années 70. Dans le monde occidental, je veux dire, et en Amérique en particulier. Mais voilà, ça n'a jamais marché parce que l'hydrogène, l'énergie qu'il y a à la fin, par rapport à l'énergie qu'il y a au début, c'est 20%. Allez, 25 en étant généreux. Ouais. Et donc, et puis surtout, il y a 90 millions de tonnes d'hydrogène aujourd'hui utilisées dans le monde pour l'énergie, pour l'industrie agroalimentaire, pour diverses industries, y compris minérales, dans l'acier, etc. Bon, bref, il y a 90 millions de tonnes. Si on voulait les faire avec de l'énergie électrique, il faudrait 350 gigawatts pour faire ces 90 millions de tonnes. Et même un peu plus, je crois. Et il y a des plans, on voit des plans dans les projections futures, de faire 600 millions de tonnes par an, au lieu de 90 millions de tonnes actuelles, en 2050. 600 millions de tonnes. Donc, il faudrait 3500 gigawatts d'électricité dédiés à ça. Et même si on n'en faisait que 10%, par exemple, avec des énergies renouvelables ou de l'énergie nucléaire, il faudra encore 350 gigawatts de ces énergies-là dédiées à la production d'hydrogène. Et encore, non, si c'est de l'énergie nucléaire, ce serait 350 gigawatts, mais si c'est de l'énergie éolienne et solaire, il en faut 4 fois ça. 4 à 5 fois plus. Donc, est-ce que tu penses, du coup, on va conclure doucement, est-ce que tu penses que l'avenir énergétique de la Chine est assuré, du coup? Écoute, du point de vue On va parler à 10 ans, 20 ans. Hein. À 20 ans, oui, sûrement. Ouais. Ils ont le gaz russe. Ouais. Cool. Ils ont du pétrole iranien et saoudien. Ouais. Cool. Ouais. Ils ont leur propre pétrole et gaz. Ouais. Bien sûr, la demande est quand même en tension et c'est toujours croissant tous les ans. Donc, il faut quand même garantir ces approvisionnements. C'est pas évident. Mais je vois pas de problème majeur à 2040. D'accord. Ok. Ouais. C'est cool. Et puis l'uranium, ils en ont. Il n'est pas terrible, mais ils en achètent dans plein d'endroits différents. Ils ont déjà, comme nous, 9 à 10 ans de réserve. Et quand bien même ils cesseraient d'en acheter aujourd'hui, ils peuvent encore en utiliser pendant 10 ans. Ouais. Donc, moi, je crois pas qu'il y ait de problème majeur. Ouais, pas de souci. Ouais. Et sinon, un dernier mot sur la Chine, parce que bon, on habite ici quand même. Et c'est quoi ce que tu préfères en Chine? Et qu'est-ce qui te fait rester ici? Des fois, je me demande, est-ce que je suis véritablement un fan de la Chine? Est-ce que je suis là parce que je suis inconditionnel de la Chine? Non, je ne crois pas. J'aime beaucoup d'autres pays aussi. Je pourrais aussi bien être. Bon. Qu'est-ce qui te fait rester ici? Bon, c'est quand même très agréable d'être ici, dans la vie quotidienne. Par exemple? D'abord, on est très tranquille. Ensuite, les gens sont aimables. Ils sont pas. Des fois, on s'engueule. Je m'engueule des fois avec les Chinois, mais les gens sont quand même en majorité bien disposés. Ils ont un bon fond, quoi. Alors, il y a des gens qui diront. On disait déjà. Jean-Jacques Rousseau le disait déjà. Le chinois est hypocrite.
Le chinois cherche à être agréable, il dit des mots agréables, il dit des mots flatteurs, etc. Bon, c'est faux ou c'est vrai, j'en sais rien, mais c'est agréable, déjà, premièrement. Oui. Socialement, quoi. Ça l'est. Déjà, ça l'est vraiment agréable. Même si c'est tordu. Bon, ce que je ne crois pas, le chinois se met à la place de l'autre. C'est vrai, ouais. Il donne de la face à l'autre. Donc, comme je dis quelquefois, la face, c'est quelque chose qui se donne, c'est pas quelque chose qui se perd. Je ne peux pas perdre la face. Ça n'a pas c'est pas très grave si je perds la face. Ce qui est grave, c'est si je l'ai perdue et que personne me la redonne. Mais ce qui compte, le prix de la face, c'est la face qui est donnée. Quand quelqu'un te donne de la face, tu vois, c'est comme le vieux système de dons et contre-dons des sociétés primitives, mais qui existe toujours de façon sous-jacente, même encore dans nos sociétés. Mais si je te donne de la face, tu m'es redevable. Tu comprends? C'est toi qui me dois d'être... Si je te mets sur un piédestal, si je te donne un micro, si je te fais parler, tu me le dois. Voilà. Donc la face, c'est quelque chose qu'on donne. Et donc il donne de la face. Et c'est quand même agréable de recevoir de la face. Et ça, c'est une chose. Sinon, la nourriture est très agréable aussi, très bonne. Plus ça va, plus je préfère la nourriture chinoise à la nourriture occidentale. Je suis toujours déçu quand on m'invite ici dans un restaurant occidental. Ah bon? Ouais. Chaque fois, je me dis, mais pourquoi je suis venu là alors qu'à côté... C'est quoi ta cuisine préférée de Chine? À côté, il y a 30 restaurants chinois où on aurait mangé formidable. Et là, il faut se taper cette saucisse ou ce machin, je trouve ça assez... ou cette pizza, franchement. Ouais. Et donc... Bah oui. Ça, j'aime bien la nourriture chinoise. Et puis, j'aime bien la culture ancienne chinoise. D'accord. Bien sûr, oui. Très important pour moi. Et puis, la Chine, je peux te dire aussi cette chose-là, parce que je sais, tu as fait un truc là-dessus sur le mot Chine. Ouais. Le mot Chine en disant, la Chine, c'est Zhongguo. En fait, la Chine, c'est très récent que ce soit fait appeler Zhongguo. Pays dit du milieu. Et ça, c'est aussi un fantasme occidental projeté sur la Chine. Ouais, totalement, ouais. Et ça n'a rien à voir, ouais. Moi qui ai fait des études sur l'astronomie chinoise ancienne, j'ai une interprétation que je cherchais à l'époque, déjà, il y a trop longtemps, je ne compte pas les années, mais avec des savants anglais, en même temps, on était ensemble à faire ça, et en cherchant dans les plus vieux textes possibles, en cherchant dans les gravures sur les carapaces de tortues, etc. Ah ouais. En fait, le zhong, ce trait au milieu du carré, n'est pas le milieu de l'espace. Mais il est, et c'est très important, je pense, pour comprendre la Chine tout entière, y compris la psychologie chinoise, c'est le milieu du temps. D'accord. Pourquoi c'est le milieu du temps? Je sais pas. Eh bien, je vais te dire, c'est que Tu veux que je te le dise? Mais je vais te le dire. Ben, on est là pour ça. Non, c'est que on va apprendre. C'est que l'origine de ce moule, de ce carré, de cet idéogramme, de ce carré coupé en deux, c'est en fait un trait tout droit avec des petites oriflammes en haut et en bas. Et ça, c'est quoi? C'est le gnomon, on appelait en Grèce, qui est le pilier du cadran solaire. D'accord. C'est-à-dire le pieu planté qui détermine le temps parce que, grâce à lui, on voit que l'ombre du soleil est la plus courte à midi. Ouais. Donc, si tu veux, ce pieu-là, c'est le midi. C'est le midi comme milieu. Mais le milieu du jour. Midi, c'est le milieu du jour. Ouais. C'est-à-dire le milieu du temps. Donc la Chine la Chine ancienne, classique, est très, évidemment, déterminée par les orientations, par la porte est, la porte ouest, la porte nord, la porte sud, le centre, le soi-disant qui est au milieu, où se tient le Fils du ciel, etc., le carré. Ok. Mais le vrai milieu, y compris le milieu où se tient l'empereur, le Fils du ciel, c'est le milieu du temps. Et la façon... Je vais très vite, là, je passe à aujourd'hui, mais parce que sinon, ce serait trop long. Il y a tellement d'éléments qui figurent le temps dans les poèmes chinois, dans la peinture chinoise, dans la musique chinoise.
tout est déterminé par le management du temps, mais aussi dans les relations que l'on a avec les Chinois. Ouais. Il y a une relation de temps. Non, c'est vrai ça. Voilà. Ça, c'est vrai ça. Ah ouais, ça c'est frappant quoi. Dans tout, hein. Le business, l'amitié, les relations amoureuses, vaut mieux être patient. Donc, alors il y a une question de patience, mais c'est pas seulement une question de. Quand je dis temps, je veux pas simplement dire faut savoir attendre. Je veux dire que c'est vraiment la nature de ce que nous échangeons avec les autres. C'est du temps. Ouais. C'est du temps partagé. Ouais. Donc en Chine, par exemple, j'ai appris qu'on peut rester avec l'autre et ne rien dire. Chez nous aussi, on va dire avec un ami, qu'est-ce que c'est qu'un vrai ami? C'est quelqu'un avec lequel on n'a pas besoin de parler. Ça va se dire de façon classique chez nous. Mais en Chine, si tu veux, c'est pas une question d'amitié, c'est une question de... C'est vraiment ça qu'on échange. Du temps. Le temps, voilà. La vie partagée, c'est du temps partagé. Donc le thé que l'on boit en est un symbole. Ouais. Il est plus franchement du temps que du breuvage. Ouais. Ce qu'on boit là, on en est rendu à la troisième infusion, voilà comme ça. Et ce que l'on boit, c'est du temps ensemble. Donc voilà, en Chine, cette valeur du temps est essentielle. C'est super intéressant. Écoute, je te laisse le mot de la fin. Donc tu peux dire ce que tu veux, ou si tu veux remercier des gens, si tu veux passer un coucou. J'aurais plein d'autres choses à dire sur la Chine et sur les mystères qu'il y a en Chine, sur la diversité surtout. Ouais. Parce qu'on dit toujours la Chine comme. Oui. Comme si c'était Monaco, quoi. Est-ce qu'on peut dire la France? On peut un peu, ouais. Il y a les Bretons qui râlent. Mais on les a quand même dressés. C'est pas les seuls. On les a dressés et ils sont quand même devenus la France. Et on leur a fait porter des panneaux, etc. Je suis français. On les a punis, on les a mis au coin à l'école. Et maintenant, ça a marché. C'était pas qu'en Bretagne, hein, c'était partout ça. C'était partout, mais en Chine, on a aussi fait ça par la langue en particulier, en faisant se répandre partout le mandarin. Et ce qui fait que même dans des zones hyper... reculées. Non, mais hyper surtout individualisées comme la province de Canton. Où il y a 30 ans, on parlait que le cantonais. Ouais. En parlant le mandarin, on ne se faisait pas comprendre. Ouais. Et bien maintenant, oui, Shanghai aussi, d'une autre façon. Et bien maintenant, à Canton, comme il y a plein de gens qui viennent travailler d'ailleurs, du Sichuan, de Pékin, de Shanghai, la seule langue qui leur est commune dans les entreprises, dans la vie courante, dans les magasins, dans tout, la seule langue qui est commune, c'est le mandarin. Donc petit à petit, le cantonais est une langue condamnée qui va disparaître. Mais malgré, ce que je voulais dire, c'est que malgré toutes ces tendances à l'uniformité, à l'uniformisation, la Chine est très diversifiée. C'est un paysage très divers et le pouvoir y est aussi très diversifié. Ouais, c'est vrai. Le pouvoir des provinces, c'est une chose qu'on ne peut pas... Oui, absolument. On ne peut pas passer à côté de ça. Ouais. Voilà. Donc ce n'est pas un pouvoir centralisé qui impose à tout le monde de faire d'une certaine façon. Non, c'est clair. Ça, c'est erroné. Et mais voilà, donc là, ils reviennent quand même sur ils veulent protéger les langues locales et tout maintenant quand même. Hein. Ça s'inverse. Hein. Oui, comme partout. Tu vois, il y a une espèce d'esprit de ceux comme en France aussi, ouais. Voilà, on veut préserver le breton, on veut préserver, tu vois. La peur des ruines, la peur de la faim, mais ça reviendra pas, hein, le breton. Et le cantonais restera condamné, mais n'empêche, il y a une diversité. Un Chinois est rarement un Chinois. Il est, je viens du Hunan, je viens du Guangxi, je suis Sichuanais. Et toi, t'es quoi? Ah bah moi, je suis du Shandong. Il n'y a pas, moi, je suis chinois. Mais tu sais, quand je suis allé à Shanghai et à Hong Kong et tout, ils parlent, Shanghai, shanghaïen et cantonais. Enfin, ils parlent dans la rue, tu les entends les gens. Oui, bien sûr. Tu vois. Et c'est tout le monde. Hein. Oui, absolument. Tu vois. En famille, hein. En famille. Donc il y a la langue, il y a aussi la cuisine. Oui. Ah oui. Alors, c'est pas du tout pareil. Ouais, la cuisine est très clair, c'est clair. Heureusement, et certaines traditions aussi. Ça nous fait une grande diversité, de choix, d'une grande. Beaucoup de traditions familiales.
Absolument. Ça n'a rien à voir. L'organisation familiale, la façon de vivre, etc. Ce sont des choses qui sont très diversifiées. Donc j'encouragerais les gens à venir en Chine, mais ne pas faire comme les Chinois quand ils vont en France. Mais j'ai 8 jours, donc je vais aller à Nice, puis je vais aller faire les Galerie Lafayette. Les Galeries Lafayette, puis je vais aller dans le Bordelais, voir les caves à vin, et puis tout ça. Toi, tu donnerais quoi quelqu'un qui vient 2 semaines en Chine? Tu lui dis c'est quoi ton conseil? J'en sais rien. Il y a trop de choses à voir. Ouais. Ça dépend du budget aussi, quoi. Mais là, on peut venir pendant 30 jours. Sans visa. C'est bien déjà. Ça, c'est génial. Hein. 30 jours déjà, c'est un petit peu plus... Et tu sais quoi, il y a un pote à moi qui me disait que, en fait, la Chine, et il est américain, que la Chine est super ouverte pour les étrangers. Et en fait, il a raison, tu vois, parce que déjà, le truc des visas. Oui. Dans l'histoire de la Chine, c'est du jamais vu. Si, moi je venais. Ah ouais. Si. Dans les années 91 à 17, quand je venais en Chine régulièrement, j'allais déposer mon passeport au consulat de Chine qui était à Issy-les-Moulineaux là, et j'avais un visa d'1 mois dans la journée ou le lendemain. Ah bon? Oui, dans la journée en général. Ah ouais. Ouais. Comme ça. Comme ça. Touriste, visa touriste 1 mois, Ouais. tac. Ah ouais, d'accord. Ok. En même temps, c'était la mission pour venir en Chine, quoi. Donc. Oui, c'est ça. Mais elle a moins d'attrait aujourd'hui. Tu te rends compte? Il y a une grande Il y a plein disparition des Français. On a perdu expatriés, 80%, je crois. C'est ça. Et apparemment, les gens ne veulent pas revenir. Ils ne sont pas attirés pour revenir. Et c'est dommage parce qu'ils ne savent pas quel confort il manque. Il y a un confort de vie qui est inégalé. Incomparable. Ah, c'est clair. C'est clair. D'abord, il y a une sécurité. Il y a une sécurité la déjà. Sécurité, Si on a des enfants, on peut laisser les enfants. Enfin, des ados, là, par exemple, même 14 ans, ils peuvent sortir là dans les quartiers, pas très loin d'ici, là, Saint-Mitoun. Il n'y a aucun risque. Ils reviennent, ils prennent le taxi ou l'équivalent d'Uber. Et il n'y a jamais aucune. Y compris pour des jeunes filles, il n'y a pas de menace. Non, c'est clair. Donc, ce sentiment d'absence de menace est quand même très fort, je trouve. Ouais. Mais il peut être c'est à double tranchant aussi, hein, tu vois. Il peut être subjectif. Parce que les Chinois, quand ils vont à l'étranger, tu vois, ils se disent oh mais qu'est-ce qui m'arrive? Ben ouais, mon coco, tu vois. Ils se font dépouiller comme dans le fond d'un bois quand ils arrivent à Charles de Gaulle. C'est ça le problème. C'est peut-être un peu moins le cas parce que maintenant ils ont moins de cash sur eux. Parce que le monde, c'est pas que la Chine. Bah oui. Tu vois. Donc quand ils vont faire les touristes à droite à gauche, ils sont plus naïfs, oui. Ils sont plus naïfs. Oui. Même nous, hein, quand on va en France, on n'est pas. On risque d'être plus naïf. On est habitué, quoi. Mais on a un sentiment généralisé de menace qui est peut-être inventé, subjectif. Mais je m'en fiche que ce soit inventé ou que ce soit vrai. Ma raison ne va pas m'aider à dépasser dans l'espace d'une semaine, 15 jours, 1 mois. C'est pas ma raison qui va m'aider à enlever ce sentiment. Donc qu'il soit inventé ou qu'il soit vrai ou fondé, de toute façon, peu importe, nous avons en Europe un sentiment de menace qu'ici nous n'avons pas. Donc ici on respire tout d'un coup. Tu veux dire ancré dans la société, quoi. Ancré dans tout, les carrefours, méfiance, les carrefours, les machins, les vélos, tout. Ouais. Ancré dans tout, les relations avec les gens, dans tout. Ouais, c'est vrai. Voilà. Les choses qu'on doit dire, qu'on ne doit pas dire. C'est vrai que les Chinois, c'est vrai, hein, ils sont pas comme ça. Voilà. Ça, j'y avais jamais vraiment pensé, tu vois. Donc, mais t'as raison. Donc c'est intéressant d'être ici. Ouais. Bon, écoute François, merci, parce que là, ça fait quand même longtemps. Je t'en prie. Je pense qu'on a fait 1 heure, je sais pas, franchement. Mais c'était un plaisir. Et écoute, il y a tellement de choses à dire. En vrai, on pourrait faire 10 heures facile. Hein. Si tu veux faire un truc dédié, on pourra envisager de faire un truc. On verra. Mais oui, je suis sûr que tu seras amené de toute manière à faire d'autres conférences ou quoi. Donc, on verra. Hein. J'espère. Moi, je pensais à la chambre de commerce. Oui. Tu vois. C'est un endroit qui s'y prête, quoi, tu vois. D'accord. Bon, on verra. Chambre de commerce. On verra. C'est pas gay là-bas. Ouais. Ouais, mais bon, tu vas pas là-bas pour rigoler. C'est pas Sino France, tu vois. Heureusement. C'est sérieux, tu vois. Et bon, même la conférence que tu as donnée
sur l'autre vidéo qui est disponible sur la chaîne, ben, c'était quand même assez sérieux, quoi. Tu vois? Oui. Enfin, c'était pas chiffré, peut-être. J'ai essayé de donner quelques aspects culturels, mais. Non, moi, j'ai adoré. Et d'ailleurs, elle a bien marché. Bon, ben, écoute, François, merci. Merci, et merci à vous, les amis. Merci. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Ciao.